Bonjour et bienvenue sur Miroir SF. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Pépin, l'auteur de deux novellas dont nous allons parler aujourd'hui, à savoir Monstrueuse Féerie et Angélus des Ogres. Alors je le dis d'emblée, Laurent Pépin est psychologue clinicien, ce qui est important pour parler de son écriture, vous aurez l'occasion de le voir dans cette interview. Monstrueuse Féerie et Angélus des Ogres sont des autofictions. Elles s'appuient sur l'histoire personnelle de Laurent Pépin, tout en s'en détachant néanmoins. Jusqu'à quel point, on ne le sait jamais exactement. Le narrateur de ces deux textes n'est d'ailleurs jamais nommé, et Laurent Pépin a même déclaré dans une interview sur le site de l'Ours Danseur que, je cite, « Le narrateur n'est pas nommé parce que je ne pouvais pas me résigner à ce qu'il porte un autre nom que le mien, et pourtant je ne suis pas lui. » Le narrateur a vécu, disons-le, un passé absolument horrible, aussi bien dans l'enfance que dans une partie de sa vie d'adulte. Et il est donc difficile pour lui de vivre avec un tel bagage. Il travaille dans un centre psychiatrique en tant que psychologue clinicien, et c'est dans ce cadre qu'il va rencontrer une patiente d'un jour, une femme dont il va tomber amoureux et qu'il nomme son elfe. Son elfe devient son refuge, sa thérapeute, elle lui est nécessaire pour survivre. Avec elle, il parle énormément de son passé, ça l'aide. Mais il en parle trop, son elfe étouffe. Pour parler de ce passé, le narrateur utilise des allégories, des métaphores, il n'est que rarement explicite. D'où une écriture fantasmagorique, horrifique. Le lecteur voit défiler quantité de monstres, assiste à des scènes affreuses et est régulièrement choqué. Le texte devient ainsi un récit allégorique pour parler de ce qu'on a vécu, mais sans jamais bien comprendre exactement si dans le propos se nichent ou non des souvenirs réels. Si l'horreur est partout, je tiens tout de suite à préciser qu'il ne s'agit pas de texte écrit pour faire peur. Ce texte n'appartient pas au genre de l'horreur et nous ne sommes pas dans un chair de poule. L'horreur déborde d'ailleurs tellement qu'il en devient souvent absurde, plein d'humour noir. Monstrueuse Féerie a été publié l'an dernier, en octobre 2020, et Angélus des Ogres vient tout juste de sortir le 6 octobre. Vous pouvez considérer ces deux novellas comme les tomes 1 et 2 d'une même histoire, mais si vous souhaitez néanmoins vous arrêter à la fin de Monstrueuse Féerie, c'est tout à fait possible, car il y a bel et bien une fin à Monstrueuse Féerie qui se suffit amplement à elle-même. Monstrueuse Féerie est essentiellement tournée sur l'enfance du narrateur et ses conséquences sur sa vie d'adulte, tandis qu'Angélus des Ogres traite davantage des souvenirs de sa vie d'adulte, qui sont tout aussi difficiles à supporter pour le narrateur. Sachez qu'il y aura un troisième texte, Clapotille, dont la date de publication n'est pas encore connue. Monstrueuse Féerie et Angélus des Ogres représentent une plongée dans l'intime du narrateur. Ces deux textes nous amènent à nous demander comment fait-on pour continuer à vivre quand on a connu le pire? Comment fait-on pour vivre en société alors que le moi reste une obsession? Mais ces livres ne parlent pas seulement d'une personne, ils constituent aussi une interrogation sur notre société et sa manière de gérer la folie. Voilà donc deux novellas qui nous donnent matière à réflexion et qui nous offrent aussi une lecture intense, originale et aussi effroyable. Laurent Pépin, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean. Bonjour Laurent. Merci d'avoir accepté cette interview. Donc, qui est la première d'ailleurs que je fais sur cette chaîne. Donc, Alors c'est ma première aussi. Ah, voilà. Formidable. Donc, on va pas couper beaucoup de trucs. Enfin, ce n'est pas tout à fait la première pour vous, puisque vous en avez déjà fait par écrit. Oui, des interviews radio aussi. Mais, radio. Mais là, une vidéo pour YouTube, machin, c'est la première. C'est la première, voilà. D'accord. Oui. Donc, je me suis dit qu'on pouvait commencer par parler un peu de votre cheminement dans l'écriture, puisque donc là, ces deux textes, c'est à ma connaissance en tout cas, mais vous allez peut-être me corriger, c'est deux textes, les deux seuls textes édités de votre part, oui. Mais vous en avez écrit d'autres. Voilà, si vous pouviez nous parler un peu de votre cheminement d'écriture. Oui, en fait, moi, je voulais être écrivain, je devais avoir peut-être 7 ou 8 ans. Je voulais être écrivain parce que ma mère était prof de français, mais elle était prof de français, mais en pré-retraite à l'âge de 38 ans. Ça arrive dans l'éducation nationale. Non, je dis ça, c'est pour plaisanter. Je suis fils enseignant, donc... Oui.
donc vous connaissez. Non, non, non. Elle était très gravement malade, très gravement dépressive puis elle est très gravement morte d'ailleurs dans les années qui ont suivi. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'avais cette idée-là quand j'étais petit, c'était écrire des livres, des romans ou des contes. C'était ce qu'allait la maintenir en vie. L'idée, c'était comment on maintenait en vie la mère. Mais c'était vraiment, voilà, il fallait que j'écrive parce que écrire, c'était lui coller une perfusion en fait. Et, euh, et donc après, voilà, j'ai écrit comme ça jusqu'à 22, 23 ans. Et puis ça m'a complètement isolé. C'est-à-dire que c'était très mauvais ce que j'écrivais, c'était pas éditable. C'était dans une langue que j'avais presque inventée à moi seul, mais qui n'était pas communicable. Et donc, évidemment, c'était pas publié. Et puis, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête, qu'il fallait que je reprenne des études, qu'il fallait que je travaille, qu'il fallait que je fasse quelque chose de ma vie, en fait. Et donc, j'ai complètement arrêté et j'ai repris 15 ans plus tard. J'ai repris 15 ans plus tard quand je me suis séparé de la mère de ma fille et où j'ai eu envie de me reposer les questions qui m'appartenaient, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, qu'est-ce qui me passionne, et, euh, et j'avais qu'une seule envie, c'était de reprendre l'écriture. Donc j'ai écrit ce texte suite à une déconvenue amoureuse, mais on le lit, enfin on le devine très facilement en lisant ce texte. Mm. Oui, oui. C'est vrai que le lecteur comprend parfaitement que la déconvenue amoureuse dont il est question, c'est pas seulement celle du narrateur, mais aussi celle de l'auteur. On le perçoit très nettement, vos deux textes parlent de vous, de votre passé, de votre personnalité, et au point qu'on pourrait même se demander d'ailleurs pourquoi ne pas assumer à fond et écrire une autobiographie. Et c'est pas du tout ce que vous faites ici, hein. Les récits de votre enfance ne sont pas réalistes. On y voit des monstres, des enfants sous perfusion pour les obliger à s'engraisser. On voit des parents qui débattent pour savoir lequel de leurs enfants tuer en premier. Alors, pourquoi ne pas avoir écrit une autobiographie? Ouais, tout à fait, c'est pas du tout une autobiographie. Moi, mon but, en fait, c'est de sublimer, c'est de magnifier, c'est d'horrifier, même par moments, ce que je peux avoir à raconter. Et c'est vrai une écriture autobiographique, très honnêtement, ça m'intéresse pas du tout. Moi, je voulais pas écrire un truc de littérature générale pour faire pleurer dans les chaumières, en fait, sur l'enfance extraordinaire. Voilà, ma mère était prof, mon père a été prof, donc du coup, on laisse les gamins là-dedans, dans cette espèce d'enfer social. Moi, c'était pas du tout mon intérêt, enfin, mon intérêt. En fait, ça ne m'intéresse pas. Clairement, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je voulais, c'était pouvoir, de cette trame-là, donc qui était émotionnellement très investie pour moi, c'était d'en faire autre chose. Moi, j'ai toujours adoré la poésie, mais j'ai aussi adoré les caricaturistes. J'aime la pataphysique. C'est-à-dire que moi, je vais adorer des gens comme Vian, comme Queneau, comme Ionesco. Et le but, c'était de faire un livre extraordinaire. Euh, Pas juste pour faire quelque chose d'extraordinaire de mon histoire, mais peut-être plutôt pour m'écarter de mon histoire. Parce que c'est vrai que dans Monstrueuse Féerie, faut être très honnête, c'est très autobiographique quand même. Et j'aime pas le dire, en général je dis le contraire. Hein. Je m'arrange pour dire le contraire. Bah hop là, on s'arrange. Mais c'est très autobiographique. Et la vraie question, c'était non pas comment est-ce qu'on passe cette autobiographie, mais comment est-ce qu'on fait autre chose avec ça. Comment est-ce qu'on crée un livre qui est un livre à la fois de poésie, à la fois de fantastique. Parce que ce qui est rigolo dans Monstrueuse Féerie, c'est que j'ai des poètes, genre Claire Boitel ou des gens comme ça, qui m'écrivent par rapport à ce texte. Mais j'ai aussi des gens, j'ai Philippe Casa qui a indiqué sur Facebook qu'il avait adoré ce livre. Ah non, il n'a pas dit ça. Il a dit j'ai apprécié ce livre. Ouais, j'ai apprécié ce livre, euh, mais je trouve ça très rigolo. C'est-à-dire que j'ai des gens qui l'ont lu en fait au premier degré. Ouais. C'est écrit comme une novellade fantastique, et en même temps, on comprend bien que tout ça, c'est que la sublimation de quelque chose qui est beaucoup plus, malheureusement, beaucoup plus quotidien en fait, beaucoup plus ordinaire que ça, et que le type qui a écrit ce bouquin, il essaye de faire un livre extraordinaire à partir de quelque chose qui est finalement très ordinaire. Drame social, comme il y en a tous les jours. Tous les jours, il y a des mômes qui sont élevés par la télé, qui sont élevés par les surgelés, qui n'ont pas de parents ou des parents bourrés. Moi, ce que j'ai vécu, finalement, c'est un drame social de tous les jours, comme ce qu'ont vécu des millions, bon, allez,
des centaines de milliers, on va dire, d'enfants. Et moi, je voulais faire autre chose. Je voulais faire autre chose parce qu'en plus, j'ai toujours eu cette ambition littéraire. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'avais 16, 17, 18 ans, la seule chose qui me tenait debout, c'était de lire des pièces de Ionesco ou des romans de Vian. Et un petit peu plus tard de Queneau. C'était ce qui me permettait de survivre. Et donc, j'ai voulu quand j'ai commencé, quand à 39 ans, j'ai voulu reprendre l'écriture, alors que j'avais laissé ça depuis 15, 16 ou 17 ans, mon but, c'était non pas d'écrire sur mon enfance, mais de produire un hommage, en fait, aux littératures que j'aime. Donc, moi, j'aime tout ce qui est thriller et fantastique. J'aime dès lors que ça m'excite, en fait, dès lors que j'ai un peu peur. Mais j'ai été quand même élevé à la littérature générale, mais à la littérature, mais pas n'importe laquelle, c'est-à-dire la pataphysique, le surréalisme. Euh, Artaud disait, je veux écrire un livre extraordinaire, un livre qui fasse peur aux hommes. Il dit pas exactement comme ça, je ne me rappelle plus la phrase. Donc je ne vais pas l'inventer. Mais moi, en écrivant Monstrueuse Féerie, j'avais cette phrase-là en tête, c'était de me dire, je voudrais écrire un livre qui fasse peur aux hommes. La mère avait installé son lit dans une autre maison, dans une autre région, et je ne savais pas où c'était. Je pensais qu'elle continuait son bénévolat d'alphabétisation pour démunis là-bas. Parfois, je pensais aux monstres. Je me demandais ce qu'ils étaient devenus, combien ils étaient. Parfois, j'avais peur, car je me disais qu'un jour ils reviendraient me voir pour me faire du mal. Je pensais que la mère était devenue un monstre, elle aussi, attachée à son lit avec de la soie d'araignée, ses tentacules grouillant autour de son tronc. Des œufs de monstres sortaient de son vagin avec des plops sonores à chaque minute. Les monstres adultes les rangeaient dans des cases huileuses, un peu comme les alvéoles d'une ruche, ou comme la peau du père. Quand les monstres avaient éclos, ils rampaient vers d'autres cases, dans des recoins sombres, pour y faire des cocons. Ils n'en sortaient que lorsqu'ils étaient devenus assez forts pour faire du mal aux enfants humains. On habitait chez le père désormais. Mon ventre était devenu un être-monde. J'y englobais tout l'univers que je ne pouvais pas rencontrer. Je n'allais pas au lycée. J'avais de la peine à marcher. Mais je n'essayais pas. Et j'étais embêté pour prendre mon bain parce que je faisais ventouse. Il fallait faire très attention à sortir de l'eau avant de lancer l'évacuation. Mais c'était des détails secondaires. Mon ventre, lui, me racontait des histoires d'humanité, de cosmos, de théories philosophiques. J'étais devenu très important pour moi-même grâce à mon ventre. Et un jour, j'ai arrêté de manger parce que je voulais rencontrer l'univers. Le père était en colère. J'ai arraché tous les fils, les tubulures, et je me suis levé du lit. Mon être-monde vacillait, mais j'ai tenu bon. Je me demandais s'il y aurait d'autres humains dans ma vie un jour, et j'en avais envie. Ça a marché, un peu. Alors le soir, avec les garçons et les filles, je buvais de l'alcool, et puis je me mettais nu, et je partais donc courir dans les rues de Paris. Les garçons et les filles prenaient des voitures pour me retrouver et me déposer chez le père, pour pas que je me fasse agresser ou que j'attrape une autre maladie, hein, en plus de celle que j'avais dans la tête. Les garçons et les filles m'aimaient bien, mais moi je savais qu'il pouvait y avoir des monstres de toute apparence et j'avais toujours un peu peur. C'est pour ça, je crois, que je passais l'essentiel de mon temps à lire et à écrire des romans et de la poésie. Parce que l'amitié avec les garçons et les filles, c'était compliqué parfois. Je crois qu'ils ne comprenaient pas mon histoire avec les monstres. Ils disaient que, puisque le monstre était parti, c'était comme s'il n'existait plus et qu'il ne fallait pas y penser, que c'était dans ma tête. Moi, je leur répondais comme Dumbledore. Ce n'est pas parce que c'est dans ta tête que ça n'existe pas, Harry. Et les garçons et les filles croyaient que j'étais drôle exprès. Lorsque nous avons préparé cette interview ensemble, j'ai beaucoup insisté sur l'horreur qui se dégageait selon moi de votre texte, et vous m'avez répondu qu'il ne s'agissait pas là du plus important à votre sens. Oui. Vous m'avez dit que l'horreur est davantage une hyperbole Oui. pour illustrer la folie du narrateur, et vous préférez ainsi que l'on retienne de vos textes avant tout la féerie, la poésie, l'humour noir ou encore l'absurde. Oui. Et je trouve que tout ça illustre en fait une sorte de dualité de votre écriture. Quand je vous ai lu, je lisais parfois à haute voix des passages à ma copine, car je vous ai lu en grande partie sur la plage en Grèce, pour tout vous dire. D'accord. C'est cool, bon endroit. Et donc j'ai pu constater que quand on lit vos textes à quelqu'un, ça provoque le rire, tellement l'horreur tend en effet vers l'absurde. Mais par contre, quand j'étais seul face à votre texte, là je ressentais seulement un grand effroi, une compassion pour le narrateur.
Je comprends ce que vous voulez dire. Mais parce qu'effectivement, c'est ça que j'ai fait. Mais vous venez, c'est rigolo hein, ce que vous venez de dire, parce que vous venez d'épingler quelque chose qui est très vrai dans ce texte. Dans Monstrueuse Féerie, plus que dans l'Ange des Ogres d'ailleurs. Ouais. Monstrueuse Féerie, c'est un livre d'une solitude effroyable. D'un mec, en fait, on voit bien ce qui se passe. Le mec, il monte sur scène pour raconter une histoire qui est tout sauf à mettre en scène, qui n'est pas drôle. Et puis, il décide qu'il va faire un pseudo-sketch de cette histoire de solitude, de cette histoire dans laquelle il relate finalement son tête-à-tête avec sa solitude et puis la folie qu'il est obligé de construire pour faire diversion. Parce qu'au départ, on ressent ça dans Monstrueuse Féerie. Euh, et c'est vrai que euh, cette solitude-là, elle est extrêmement prégnante. Moi, quand je relis Monstrueuse Féerie aujourd'hui, alors, je suis assez fier, moi, d'avoir produit ce texte, mais je peux être un peu gêné. Un peu gêné parce que j'ai souvent ce sentiment que ce que j'ai fait dans ce texte avait dépassé un petit peu ce que je voulais faire. Euh, j'ai écrit ce truc-là après une rupture amoureuse et où je m'étais senti dans un tel état que ça m'avait rappelé mon enfance, cette enfance extraordinaire, élevée par des fous furieux, hein, faut appeler un chat, et où du coup, je m'étais senti tellement en lien avec ce que j'avais cru oublier depuis une trentaine d'années que j'avais voulu rapprocher ces deux récits finalement qui se répondent jamais mais qui se correspondent. Et j'ai eu cette envie de faire ça. Mais c'est vrai que c'est un texte d'une solitude folle. Et du coup, quand je l'ai écrit, en même temps que je l'écrivais, moi je voulais faire un truc comique parce que je voulais pas justement faire. Je voulais pas être dans le machin. Moi, j'étais en train de pleurer et je voulais pas que ça fasse pleurer. Moi, je voulais que narrateur en train de pleurnicher parce que ce qu'il avait vécu s'arrêtait et qu'il était très malheureux et que ça lui faisait penser à d'autres choses qui l'avaient rendu très malheureux. Je voulais réussir à transcender ce machin-là de façon à faire un one-man show. Moi, mon but, c'était de monter sur scène pour. Mais en fait, normalement, ça devait être beaucoup plus drôle que ça. C'est quand j'ai commencé à lire les 20-30 premières pages que je me suis rendu compte que ce serait jamais un one-man show. Donc c'est véridique cette anecdote du One Man Ah Show? bah oui, Oui. ah bah oui, c'est véridique. Au départ, quand j'écris ça, je veux surtout pas me remettre dans la logique dans laquelle j'étais quand j'étais ado, qui était d'écrire des trucs tout seul, à faire une espèce de deal avec moi-même, et puis à regarder le courrier tous les jours, des fois qu'un éditeur m'écrive pour me dire qu'il adorait ça et qu'il voulait le publier, ce qui est jamais arrivé, et ça pouvait pas arriver. Ah oui, oui, c'est complètement véridique. Moi, quand j'écris Monstrueuse Féerie, au début, je me dis toujours, attention, je suis en train d'écrire un one-man show. Ne t'inquiète pas, c'est pas un livre, tu vas pas t'enfermer. Tu vas pas t'enfermer, c'est fini, on le fait plus jamais ça. Et c'est vrai que j'avais ces trucs-là en tête. Mais dans la première version de Monstrueuse Féerie, il y avait mais il y avait des, mais j'ai enlevé tout ce qui était lamentable, mais il y avait des blagues lamentables. À un moment donné, le narrateur, par exemple, je ne sais pas si j'ai envie de vous raconter ça, mais je suis en train de le faire, donc je vais le continuer. Mais il dit un truc, il dit ce qu'il y a de bien avec envie de mourir, c'est que ça vous laisse pas tomber au premier coup dur. Et il y avait que des choses comme ça, mais c'était très médiocre. C'était franchement. Et plus je le lisais, plus je me disais, il y a autre chose avec. Il y a autre chose d'un niveau, enfin, infiniment plus intéressant. Tu es en train d'inventer quelque chose de bien plus intéressant, il faut que tu enlèves ça. Et donc j'ai enlevé tout ce qui était humour de café-théâtre un peu moyen. Et qui Et fait puis, facilement réagir le public, mais effectivement, on l'imagine bien ouais, sur scène. Ouais. ouais. Ben oui, oui, les premières versions de Monstrueuse Féerie sont pas des textes littéraires, ce sont des trucs qui sont faits pour être dites sur scène. Et c'est vrai qu'il y avait, d'une part, je trouvais que c'était pas du même niveau que ce que j'avais dans la tête et que ce que je pensais pouvoir faire avec ce texte. Et je crois que je me suis pas trompé. Et puis d'autre part aussi, et c'était plus commode pour moi, c'est qu'en fait, j'étais absolument terrorisé à l'idée de monter sur scène. Donc ça tombait bien de transformer ça en texte littéraire. Mais Alors vous avez abandonné l'idée de monter sur scène, mais pour autant vous n'avez pas abandonné l'humour. Pourquoi vouloir faire rire alors qu'on parle de sujets si graves? en fait, pour moi, la question de l'humour, je trouve que c'est quelque chose qui est, mais qui est complètement comparable à la poésie. Pour moi, le rapprochement de termes inédits dans une fulgurance un peu poétique,
Ou alors le rapprochement de choses un petit peu absurdes ou très noires, comme dans l'humour. En fait, c'est un trait d'esprit qui est assez commun. Et alors, c'est vrai que je m'en sers, notamment dans Monstrueuse Féerie, parce que c'est le texte qui est le plus proche de moi. Et du coup, je me sers terriblement de l'humour noir. On se rend bien compte que c'est pas, je m'en sers pas uniquement à fin de poésie. On se rend compte que c'est aussi un démenti. C'est que l'humour est apposé comme démenti du caractère autobiographique que pourrait prendre le texte, ou surtout qu'on pourrait prêter au texte. Et on voit bien que je l'assume assez mal, que mon narrateur du moins l'assume assez mal. Et du coup, on a cette question de l'humour qui arrive, qui est effectivement une façon de dire attention, je l'affirme, mais je ne l'affirme pas. C'est-à-dire ce qui est nodal dans l'ironie, en fait. Ou c'est terrible d'ailleurs quand les gens sont dans l'ironie, parce que on peut pas les démentir parce qu'ils vous disent c'est de l'ironie. Il n'y a pas besoin de me démentir, c'est de l'ironie. Mais du coup, ils l'affirment quand même. Ils l'affirment quand même, mais ils ne peuvent pas être contredits. Je pense aussi que l'omniprésence de l'humour noir dans Monstrueuse Féerie, il y a quelque chose qui est dans ce registre-là. C'est-à-dire, premier roman d'un type qui s'estime pas légitime, qui n'avait plus écrit depuis une 20aine d'années, et plus essayé d'être publié depuis 17 ou 18 ans. Et du coup, il y a cette espèce de avec l'humour, je vais dire que je l'ai dit, mais que je ne l'ai pas dit. Ouais, pouf, 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 c'est pas moi. Mais en même temps, j'aime pas me cantonner à ça, parce que comme je le disais au début de cet argument, euh, pour moi, l'humour, c'est de la poésie. Il n'y a pas de il y a pas de vraie distinction. On rapproche des termes dont le rapprochement est inédit, et ça va créer une jouissance. Ça va être de l'exultation, de l'emphase, de la tendresse dans la poésie, et puis ça va être l'éclat de rire dans l'humour. Mais en réalité, je trouve que c'est extrêmement commun. Après, là je parle, c'est vrai que dans Monstrueuse Féerie, c'est beaucoup de l'humour noir. Dans L'Angélus des Ogres, c'est beaucoup de l'humour tendre ou absurde, mais beaucoup moins d'humour noir. Et dans Clapotis, j'ai complètement arrêté, par contre, enfin, complètement. Il y en a un petit peu, notamment quand c'est Clapotis qui parle, mais quand c'est mon narrateur historique, il n'y en a plus du tout. On n'est plus du tout dans l'humour. Mais j'ai l'impression, enfin, c'est plus qu'une impression, c'est une analyse plutôt après coup. Euh, qu'en même temps, plus le texte parlait de moi et plus j'avais besoin d'être drôle pour le démentir. Et dans la mesure où Clapotis ne parle plus du tout de moi, j'arrive à l'assumer en tant que fantasmagorie poétique bien davantage et que du coup, je suis pas obligé d'y apposer ces démentis de l'humour. Là, c'est le psychologue qui parle. Je pense que c'est ça que j'ai fait. Mm. Nous abordons maintenant la dernière thématique de cette interview, à savoir la critique que vous faites à l'égard de l'institution psychiatrique. Oui. On le sent dans Monstrueuse Féerie à travers le comportement du personnel médical que vous accusez de filtrer la pensée des patients. Mais c'est surtout avec le second tome, Angélus des Ogres, que la critique devient vraiment évidente. Alors dites-nous, est-ce que c'est un message politique que vous adressez à l'institution psychiatrique ? Alors, le deuxième, oui. L'Angélus des Ogres, c'était, au départ, pour moi, c'était vraiment ce que j'avais à écrire était écrit dans Monstrueuse Féerie, et puis après, ça devait s'écrire dans Clapotis. Et entre les deux, je voulais un pas de côté. Je voulais déjà quelque chose de plus fantaisiste, de plus humoristique pour le coup, de plus même fantaisie, mais au sens littéraire du terme, ce que ne sont pas mes textes en général. Euh, mais il y avait ce côté pamphlétaire pour moi qui était très 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 important. Il faut savoir que la psychiatrie a profondément changé. Je dirais ces 25 dernières années. Euh, Autrefois, quelqu'un qui occupait mon métier, c'est-à-dire celui de psychologue clinicien, c'était quelqu'un qui se faisait le secrétaire de l'aliéné. C'est-à-dire, vous avez un type qui vous dit qu'il est président du tribunal de je ne sais où, et vous savez bien qu'il n'est pas président du tribunal, mais vous écrivez. Vous écrivez ce qu'il vous dit. Et puis, il vous demande d'écrire une lettre, vous écrivez sa lettre. Évidemment, vous n'avez pas à la poster. Il ne s'agit pas de se mettre tout le temps dans la mouise, mais toutes les semaines, vous mettez les 3 lettres dans votre tiroir, et puis voilà. Mais toutes les semaines, vous réécrivez, vous faites son secrétaire. Et aujourd'hui, c'est pas ça qu'on demande à un psychologue. On lui demande d'évaluer, en fait, en termes de compétences cognitives. Donc, c'est-à-dire qu'on parle plus de comment il est structuré, mais de quoi il est capable. Et on vous demande d'évaluer ce dont il est capable. Et si ces capacités à votre patient sont
inférieure à la moyenne qui est requise, on vous demande comment vous allez corriger ça. Et en fait, il y a quelque chose d'extraordinaire en une trentaine d'années, c'est que le métier de psychologue, on est passé de secrétaire de l'aliéné à celui qui doit en fait le corriger. C'est-à-dire qu'on n'est plus son assistant, on est son professeur, son garde-chiourme, son capot, et c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre du tout. Et qui marche pas d'ailleurs. Hein. Mais et en plus, et ça pour moi, ça fait partie de ces choses qui sont extrêmement importantes dans mes textes et dans Monstrueuse Féerie, j'y viens un tout petit peu, et dans Clapotis, où ça se passe 12 ans plus tard et on est dans un autre monde, mais néanmoins on sent que c'est présent. C'est le fait que en aucun cas ce métier-là ne peut être un métier de l'évaluation et de la correction des patients accueillis. Normalement, on est un petit peu, vous savez, cette espèce de voiture balai qui passe derrière tout le monde et qui rattrape les gens qui se sont arrêtés en chemin et qui les emmène avec eux. Et aujourd'hui, on ne nous demande pas ça, on nous demande d'être des correcteurs, mais dans le sens maison de correction. Et moi, ça me convient absolument pas. Ça me convient absolument pas. Et en plus, c'est absolument inefficace. Des gens comme des grands psychotiques qui ont pu inventer une énonciation qui repose sur des choses folles, mais sans ces choses folles, ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas parler parce que ça repose d'abord là-dessus. Et si on admet ça, si on veut bien admettre ça, là, ils peuvent prendre la parole. Si vous mettez en position de critique par rapport à ça et que vous dites non, mais ça va pas. Moi, je vais vous apprendre quelle est la vérité. Ces gens-là ne prendront jamais la parole. Ils n'existeront pas. Et en fait, aujourd'hui, les problèmes qu'on a en psychiatrie ne sont pas, contrairement à ce qu'on entend partout, des problèmes de moyens. Ce sont des problèmes de bureaucratie. Des bureaucraties qui fabriquent des demandes avec des exigences bien simples et bien claires et terriblement simples, qui sont vous me décrivez de quoi souffrent vos patients, moi je vous demande comment vous les changez. Ce à quoi tout ce qu'on peut répondre, c'est je ne les changerai pas, mais je vais continuer de les entendre. Mais aujourd'hui, ce discours-là, de dire je ne les changerai pas, mais je vais continuer de les entendre, c'est un discours qui n'est plus permis. On ne peut plus travailler aujourd'hui. C'est ce qui fait d'ailleurs que moi je ne travaillerai plus en post-psychiatrie d'ici quelques mois a priori, parce que c'est quelque chose qui est devenu inintelligible pour la société. Mais là il faut aller plus loin, c'est que la psychiatrie n'est pas qu'une... Les théories qu'on a aujourd'hui en psychiatrie n'appartiennent pas à la psychiatrie. On le voit par exemple dans la petite enfance, à l'école maternelle. Vous vous retrouvez avec des instits, je ne sais pas si vous avez des petits-enfants, je pense que vous avez l'âge d'avoir des enfants de peut-être 3, 4, 5 ans, mais on se retrouve avec des instits qui sont débordés de formulaires, qui sont des formulaires de psychologie vétérinaire. Hein. Reconnaît-il son nom? Vient-il quand on l'appelle? Et donc, on a tout un tas de formulaires qui doivent normalement recenser les compétences de votre enfant. Et ils sont, mais c'est incroyable comme ils sont encombrés de ces choses-là. Et en fait, le but, c'est de savoir quelles compétences il n'a pas acquises qu'il aurait dû avoir acquis à sa tranche d'âge, et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour faire en sorte qu'il l'acquiert. Et bien en fait, ils ont le même problème que nous. C'est-à-dire qu'on a ce principe d'un individu efficace, et on doit fabriquer un individu efficace. On ne se demande pas s'il est serein, s'il est rêveur, s'il est exalté, on se demande s'il est efficace. Et le principe de la psychologie cognitive, c'est ça. C'est cette idée, on a un portefeuille de compétences, il faut y répondre. Si on n'y répond pas, comment va-t-on faire pour que des professionnels nous aident à y répondre? Et là, on va chercher la maîtresse d'école ou le psychologue qui ne veulent pas du tout faire ça. C'est pas ça qu'on voulait faire. Et c'est terminé pour cette vidéo. Un grand merci à Laurent Pépin d'avoir accepté cette interview. J'espère que nous aurons l'occasion d'en faire d'autres sur de prochains textes. Avec plaisir, Jean. Et avant de nous quitter, je rappelle à ceux qui nous regardent que vos deux textes, Monstrueuse Féerie et Angélus des Ogres, sont tous les deux en vente sur le site de Flatland Éditeur, dont le lien s'affiche en bas de l'écran, et qu'ils peuvent tous les deux être commandés depuis n'importe quelle librairie. À tous ceux qui ont aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en bas de l'écran et à vous abonner, ça améliore la visibilité de la chaîne, donc je vous en serai très reconnaissant. Je vous dis au revoir Laurent. Merci, au revoir. Et à tous, je vous dis à très vite sur Miroir SF.